Je m'appelle Laurent Safou, j'ai 25 ans, je tiens le blog Mrs Rose depuis maintenant plus de 4 ans, je crois que c'est ça, oui, et donc je suis aussi également auteur d'un livre pour enfants et d'un roman. La représentation pour moi c'est d'abord un enjeu politique. Je pense que déjà à travers mon expérience en tant que femme noire en France, j'ai été confrontée dans le sens où on grandit face à une représentation où on n'existe pas, une représentation qui est donc biaisée, excluante et où lorsqu'on demande comment ça se fait qu'on n'est pas inclus, on nous dit mais non, c'est dans ta tête, tu exagères, tu devrais te sentir représenté dans tous les cas. Et en fait, souvent, dans tous les cas, c'est dans le cas de personnages blancs, principalement masculins. Donc, pour moi, c'est déjà, a priori, c'est un enjeu politique dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une démarche à faire qui est donc une réappropriation de la narration. Comment moi, en tant que femme noire, afro-péenne, je peux contribuer à ce que mon corps n'est pas raconté ni attribué à un imaginaire colonial, mais bien à un imaginaire actuel, moderne, qui me correspond et où je peux trouver ma voix en général. Alors j'ai commencé à ressentir un manque de représentation, déjà je pense à l'école. En fait ce qui est assez amusant c'est que j'ai commencé à écrire avant même d'être intéressée par la lecture. J'ai commencé à aimer lire très très tard en fait, à la fin du lycée. Donc déjà très jeune, quand je regardais un peu les BD ou Tom Tom et Nana et autres, je ne me voyais pas. Je cherchais des princesses Disney qui me ressemblaient. Il n'y avait pas de princesse noire à l'époque, rappelons-le. Du coup voilà, très jeune, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas de personnages comme moi, que je devais m'identifier souvent à des personnages aux personnages les plus foncés. Et donc dans le cas de Disney, c'était plus Pocahontas quoi, à l'époque. Et donc j'ai commencé vers 8 ans en fait à dessiner des livres où il y avait des personnages qui me ressemblaient et qui se passaient en France quoi. Alors en fait le livre à main nue m'est venu lorsque je crois que je traînais en fait honnêtement sur internet. Et je me suis juste demandé mais est-ce que c'est possible d'avoir peur de toucher ou d'être touché par les gens? Donc j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé qu'il y avait bien un terme, l'aptophobie, pour qualifier cette phobie. Mais surtout, il n'y avait presque aucun article sur le sujet. Aucun article sur le sujet. Il y avait juste une définition un peu obscure sur l'équivalent d'un Wikipédia scientifique. Et je me suis demandé comment ça se fait en fait, parce qu'il y a des personnes qui vivent avec ça, et on n'a aucune référence sur Internet. Sachant que c'est souvent présenté comme un symptôme de l'agoraphobie, mais pas comme une phobie en elle-même. Donc c'est à partir de là que j'ai eu cette première scène de Sibylle, donc l'héroïne, qui est dans sa salle de bain et pour qui, n'ayant aucune notion du toucher, sa seule manière de qualifier un degré de toucher, c'est le chaud et le froid. Donc elle est dans sa salle de bain en train de comparer la chaleur de la vapeur à la froideur du carrelage et elle explique que c'est tout ce qu'elle peut atteindre en termes de toucher, parce qu'elle ne peut pas être touchée par les gens et on ne peut pas les atteindre eux-mêmes. Et en fait, ça a vraiment commencé juste avec 3 pages, et puis c'est devenu un roman au fur et à mesure, parce que il y avait vraiment cette envie d'explorer comment tu fais aujourd'hui quand tu es une femme noire, donc en plus en Suède, donc en Occident, aptophobe, dans une société qui est hyper sexualisée. Et aussi, surtout dans une société où tout de suite on va te demander... alors déjà sur le côté français, il y a quand même ce truc de faire la bise, serrer la main, qui est quand même très codé, on est dans le tactile. Et même une fois qu'on rencontre, dans les relations humaines, la première question c'est « Oh, tel un date, alors vous êtes embrassés, vous êtes tenus la main, etc. etc. » Donc c'est quand même très codé comment on vit qu'on est exclu de tout ce système-là en fait. D'autant plus quand on est une femme. Et donc dans une neuroatypique. Du coup, voilà, j'ai voulu explorer cette histoire, sachant que donc j'avais quand même voyagé en Suède et dans d'autres pays scandinaves pour avoir un peu la base. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je voulais vraiment que ce soit un parcours. Je voulais vraiment que ce soit... alors même s'il y a une histoire d'amour, mais pour moi qui est plus... c'est vraiment un parcours d'émancipation d'une femme noire. Avec des rencontres tout du long et avec aussi cette résilience en fait, cette résilience où oui on a un personnage noir qui n'est pas potomitan, qui n'est pas fort, qui ne va pas serrer les dents, mais qui va parfois pleurer, qui va parfois qui va être parfois dépressive. Je voulais vraiment montrer mais c'est une héroïne
Et c'était amusant d'avoir des retours de lecteurs, lectrices qui me disaient mais pourquoi l'avoir fait aussi vulnérable et faible, etc., etc. Alors que d'autres femmes noires ont vu de la force en fait dans son parcours et ont vu voilà, cette résilience en fait qui reste même si elle ne répond pas à cet impératif d'être forte. Alors en fait donc sur le fait de décrire quand même une femme noire vulnérable dans un roman, il y avait quand même ce travail au niveau du texte. Puisque voilà, pour moi il y avait déjà une réappropriation aussi au niveau de la manière dont on parle de la peau noire. Donc elle n'avait pas la peau d'ébène, elle n'avait pas ou tout cette espèce de vocabulaire comment dire, très cadré selon l'imaginaire colonial. C'était vraiment lui donner la possibilité de se posséder elle-même en fait. Et donc voilà, au niveau de ses traits, je ne pense pas qu'il y ait un moment dans le livre où c'est dit expressément qu'elle est noire. Je parle de ses tresses, je parle de ses traits, je parle de sa peau, je parle de son teint, mais le fait qu'elle soit noire, c'est décrit de sorte que c'est décrit autrement en fait que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est important pour moi parce que voilà, on peut faire on peut raconter autrement les corps des personnes de couleur en fait. Les personnes racisées tout court. Et ouais, c'était vraiment un exercice parce que du coup, quand on grandit avec une littérature qui ultra codée à la manière dont on parle, sinon quand on parle d'eux ou alors quand on ne parle pas du tout d'eux, on doit un peu se créer nous-mêmes nos objectifs en fait dans le fait de représenter les corps noirs. Alors l'idée du livre Camion de papillon noir, en fait, c'est fait petit à petit. Mon éditrice avait trouvé mon article où je parlais de la littérature jeunesse et du manque de représentation en fait dans cette littérature. Et c'était l'un des rares articles à l'époque qu'elle avait trouvé sur le sujet. Du coup, on s'est rencontrés et elle m'a parlé de cette citation de Toni Morrison comme 1 million de papillons noirs qui permet de comparer des papillons noirs aux cheveux dans son roman Délivrance. Et voilà, elle m'a proposé est-ce que ça dirait de travailler à partir de cette citation sur une librairie de livres et ta carte blanche. Et c'était un peu comme si on venait avec un gros gâteau et qu'on disait est-ce que tu le veux, tu vois. Donc c'était un peu ouais, j'étais super inspirée. Du coup très vite je me suis inspirée déjà de ma propre expérience en tant que petite fille noire. Qui est l'expérience de beaucoup de femmes noires en fait en général sur le harcèlement que j'avais subi en primaire et aussi au collège par rapport au fait d'être une petite fille noire, par rapport à mes cheveux et aussi surtout à un souvenir où je suis rentrée chez moi suite à des moqueries que j'avais eues sur mes cheveux et j'avais demandé à ma mère de défaire mes nattes et ma mère m'avait dit non. Parce que déjà elle devinait que c'était pas de moi que ça venait et surtout elle m'a fait comprendre que c'était mes cheveux, que ça faisait partie de moi et que ça faisait partie de ma beauté et que c'est pas que le regard d'autrui ne définissait pas qui j'étais en fait. Du coup voilà, c'est vraiment cette estime de soi et cette idée de beauté diverse en fait que j'ai voulu mettre dans l'histoire d'Adé et c'est comme ça que le personnage m'est venu. En sachant qu'on parle de thèmes comme celui-ci, les gens ont tendance à un peu arrondir les angles et c'était pas mon but dans ce livre-là. J'ai eu des doutes par rapport à l'accueil plutôt d'À main nue parce que c'est une femme noire, le personnage, l'héroïne, qui n'est pas même sur couverture en fait, il n'y a pas d'indice africanisant, donc on ne sait pas. Le lecteur n'a aucun moyen de placer en fait la femme sur couverture. La femme sur couverture, c'est une femme de dos qui se touche l'épaule, et il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que racontait la couverture et qui la trouvaient belle, mais qui ne pouvaient pas se dire ça se passe aux Antilles, ça se passe sur le continent africain, ça se passe aux États-Unis, ça se passe durant l'esclavage. Je sortais vraiment de ce truc-là. Du coup, j'ai senti quand même une certaine... j'avais un peu... C'était un parti pris, mais je savais que je pouvais le payer un petit peu.
Après, et puis surtout, j'ai fait aussi le choix sur la découverte de son corps et du plaisir féminin, etc., d'être aussi explicite. Parce que voilà, il y a un tabou autour du plaisir féminin dans la littérature. Les questions que j'ai eues même par rapport à ce bouquin et par rapport à la sexualité du personnage, c'est des questions qu'un homme n'aurait jamais eues en fait. Quand on voit, je sais pas, même les travaux de Bukowski, etc., il y a une espèce d'art explicite qu'on accorde aux hommes qu'on n'accorde pas du tout aux femmes. Donc il y avait ça aussi où je m'attendais quand même à avoir un accueil un peu mitigé et qui est vraiment apparu selon différentes générations en fait. Genre quand c'était lecteur de plus de 50 ans, on m'a demandé mais pourquoi être aussi explicite sur le sexe dans votre roman quand même, etc. Et en fait, c'est qu'on a été habitué en France à avoir ce truc de on raconte le plaisir féminin derrière une porte close. Voilà, genre, on a cette espèce, littéralement, on a cette espèce d'image de la porte close et on sait qu'il se passe quelque chose derrière, mais il faut pas en parler parce que c'est une femme, tu vois. Bref. Et pour le livre pour enfants, je pense que pour le livre pour enfants, j'étais assez confiante parce que ça faisait longtemps qu'il y avait une demande, à force de m'intéresser à des questions comme ça, notamment avec l'association DIFCA, Diversity and Kids, de Diria Toukébé, ou même des revues comme Ataillé, ou voilà, à force aussi d'être dans un milieu où on savait ce qu'il n'y avait pas, j'étais assez confiante sur l'accueil qu'aurait le livre pour enfants et surtout ce que j'avais à dire derrière en fait, sur le fait que ça nous concerne tous, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas noire ou qui n'a pas d'enfant noir, il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut transmettre aussi à son entourage. Est-ce qu'elle veut transmettre à son entourage une littérature où des personnes racisées n'existent pas? C'est ça aussi, il y a cette responsabilité où chacun doit aussi éduquer un regard pour faire comprendre qu'un personnage noir ou asiatique ou arabe est tout aussi universel qu'un personnage blanc. Surtout quand il est question d'une littérature pour enfants, en fait. C'est encore plus accessible et donc c'est encore plus facile. J'ai des enfants qui ont essayé de reproduire des coiffures d'Adé et qui n'ont pas les cheveux crépus. Voilà, donc... ouais, j'étais un peu plus confiante. Après, ça n'a pas empêché que des écoles trouvent ce livre communautariste et décident de ne pas l'avoir ou de ne pas l'accepter en classe. J'ai reçu en fait quelques critiques. Alors sur la main nue, c'était oui typiquement est-ce que l'héroïne n'est pas dépendante des hommes dans l'histoire, dans le sens où pour moi en fait elle tombait juste amoureuse et surtout on se découvre aussi au fil des relations que l'on a, mais pour les autres il y avait certaines lectrices qui voyaient toujours cette question de la faiblesse. En fait, si on est vulnérable, c'est forcément qu'on est faible, et c'est forcément qu'on n'est pas une héroïne. Et il y a cette espèce de lecture hyper validiste en fait autour de la force d'un personnage féminin. Donc les critiques étaient autour de ça parfois. Après, pour livre pour enfants, j'ai eu aucune critique négative. Vraiment, j'ai eu que des bons retours. Je crois que c'est plus, c'est juste plus cette réticence à accepter que oui, cette histoire puisse être universelle autant que n'importe quel bouquin. Je crois qu'une fois j'étais à un stand où je sais plus, en tout cas il y avait en tout cas dans ce salon-là il y avait une majorité de personnes blanches et elles hésitaient à approcher même le bouquin où elles feuilletaient parce qu'elles disaient que c'était pas pour elles. Parce qu'il y a un enfant noir sur la couverture. Et nous, on fait comment ? Et nous, on fait comment ? Je sais pas ce que me réserve la suite. J'ai pas mal de projets. Je vois vraiment... Alors, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Ino, et qui est donc une trilogie afroféministe qui se passe... et donc, en fait, qui explore vraiment une famille, une lignée de femmes sur plusieurs générations. Entre le continent africain, européen, et qui reprend aussi la mythologie d'Afrique de l'Ouest. Et donc là, pour le coup, je vois vraiment une différence avec Un main nue où il y a un héritage, déjà une pensée afroféministe plus explicite, je pense, dans le livre, mais peut-être un peu plus politique aussi, mais tout en gardant quand même le fait que ce soit une histoire, c'est une histoire comme une autre.
et proche du fantastique. Et pareil, je travaille aussi sur un compte sur le colorisme. Donc c'est des projets où je sais pas s'ils verront le jour, hein, mais c'est des projets où je suis quand même où je vois un petit peu ma progression aussi en tant qu'auteur.